c'est vrai que c'est des notions, voilà, self-management, holacratie, entreprise altruiste, qui finalement sont nouvelles chez nous, mais qui coulaient dans notre veine, chez Pure, etc. et chez moi-même, depuis très très longtemps. Hein, on n'est pas là pour rien. Et, voilà. Et je précise quand même que je suis loin d'être un expert comme certains d'entre vous, comme Bernard-Marie, comme Isaac, etc. Donc là, je vais vous livrer mon humble avis, mon humble retour d'expérience, et donc voilà, vous prendrez ce que vous avez envie de prendre. Et en fait, avant de me présenter, ou même avant de rentrer dans les explications, voilà, des défis du self-management, je voulais presque commencer par la fin en fait de ce que je vais dire, parce que c'est presque le plus important, et faire le lien en fait entre l'entreprise altruiste et puis l'holacratie et le self-management, puisque c'est en l'occurrence ce qu'on a mis en place chez nous, chez Pure. Et donc voilà, pour commencer par là, en livrant un petit peu la façon dont moi j'ai compris de ce qu'était l'entreprise altruiste, et voilà, en faisant lien avec ce qu'est l'holacratie et le self-management. Et en fait, bon, pour moi, j'ai pas lu encore le bouquin non plus d'Isaac, par contre j'ai été voir ses TEDx, tout ça. Je suis en train de lire son premier, hein, voilà, bien sûr j'ai lu là tout ça. Et donc en fait, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment effectivement basé sur la confiance, hein, c'est le mot qui a été dit tout à l'heure. L'entreprise altruiste, c'est basé sur la confiance qu'on accorde aux collaborateurs, et voire même, hein, il le dit lui-même, à toutes les parties prenantes. Je précise parce que on est en coopérative, et donc on a été en coopérative justement pour intégrer nos parties prenantes. Et en fait, pourquoi? Tout simplement pour mettre en avant, pour mettre en œuvre la raison d'être du projet d'entreprise, hein, ce qu'on appelle la mission. Voilà. Et donc on s'appuie sur cette confiance pour essayer de la mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et en espérant que cette raison d'être, hein, et c'est censé être le cas dans ce genre d'entreprise à mission, voilà, elle est engagée d'un point de vue écologique et sociétal, et qu'elle a un impact positif sur le monde, hein, sinon c'est pas vraiment une raison d'être, quoi. Voilà. Et que cette raison d'être, on l'a dit aussi, est primordiale par rapport au profit. Même si le profit est important, c'est la raison d'être qui compte le plus dans ce genre d'entreprise. Et en fait, pour moi, le lien avec l'entreprise altruiste et le self-management, l'holacratie, il est évident. Tout simplement parce qu'en fait, l'holacratie, c'est voilà, de ce que j'ai compris de tout ce qu'on a pu voir avec Bernard-Marie, c'est un ensemble d'outils qui va permettre d'apporter un cadre, de développer le self-management. Et ou le leadership pour d'autres personnes, voilà, plusieurs mots autour de ça. Et en fait, c'est justement aussi basé sur le fond, sur la confiance. Tout simplement parce que l'holacratie, en fait, un des principes clés, c'est de confier à des collaborateurs une autorité à travers leur rôle. C'est-à-dire que l'organisation se structure en rôle, en cercle, et derrière, on confie toute l'autorité, et ça c'est très important, à travers la raison d'être et la redevabilité, aux collaborateurs. Et donc mécaniquement, si l'organisation est prête à confier l'autorité aux collaborateurs, c'est forcément qu'on a confiance en eux. Et donc voilà, le lien il est extrêmement logique. Et par contre, ce qui est intéressant avec l'holacratie, c'est que ça apporte ce cadre, qui va permettre en fait d'avoir une structure qui permet de décliner facilement la raison d'être, etc. Donc en fait, pour moi, l'holacratie, c'est un vrai catalyseur d'entreprise altruiste, et en s'appuyant justement sur la raison d'être, qui est très forte dans l'holacratie, qui est fractale, hein, qui part du cercle englobant et puis qui descend ensuite sur tous les sous-cercles, sur tous les rôles, qui se déclinent, voilà. Les rôles, la gouvernance, et qui, eux, permettent de distribuer l'autorité à tous les collaborateurs au sein de cette entreprise, de cette organisation. Et voilà, en partant de cette confiance, comme je viens de l'expliquer, que les personnes en fait qui font sont les mieux placées pour décider, sont les mieux placées pour savoir, puisque c'est eux qui font. Et donc mécaniquement, on a cette confiance. Mais pour moi, chef d'entreprise, et c'est une des clés qui a fait que je suis parti sur l'holacratie, alors qu'il y avait plein d'autres possibilités. Ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment le cadre que ça apporte et les outils que ça donne pour justement développer le self-management et le leadership des collaborateurs. Parce qu'on y reviendra, hein, c'est facile de dire que voilà, on veut libérer, on veut responsabiliser les gens, etc. Mais derrière, il faut avoir des outils pour ça. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, l'holacratie est un outil de développement du self-management et donc en fait de l'entreprise altruiste, et permet en fait de le faire dans des conditions, en tout cas qui pour nous conviennent. Après il y a d'autres personnes, voilà, je connais d'autres entrepreneurs qui préfèrent tout libérer, voilà, à ne pas avoir de cadre, chacun sa structure, mais c'est vrai que dans le cadre d'une transformation comme nous on l'a fait, c'était intéressant. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon introduction rapide, hein, pour faire le lien quand même sur le sujet du jour.
Donc maintenant, avant encore une fois, de descendre dans les défis du self-management, juste vous dire quelques mots du coup sur moi et sur mon entreprise, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir forcément comprendre pourquoi on est passé en holacratie et pourquoi aujourd'hui on est vraiment, j'espère, on se considère comme une entreprise altruiste. Donc en fait, moi j'ai Vincent Bio, j'ai cofondé Pure etc. Avec mon associé Louis Chavignac en 2011, donc on a 10 ans, après 10 ans en janvier. Voilà, on sortait d'école d'ingénieur, on avait 24 ans. Et donc, Pure etc., c'est une enseigne de restauration. On a une dizaine de cafés-restaurants dans le Grand Est et en Ile-de-France. On a 60 collaborateurs. Voilà, une petite PME, un petit groupe. Et le but, c'est de proposer une restauration gourmande et vertueuse. Le mot vertueux est forcément très important. C'est de prouver qu'on peut faire les deux. Et notre raison d'être, voilà, raison d'être au sens vraiment de la lacratie, c'est de changer le monde à coups de fourchette. Alors, vous allez me dire rien que ça, changer le monde à coups de fourchette, voilà, voilà, c'est ambitieux, mais en même temps, voilà, il faut l'être pour sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Là, je parle de l'humanité, de la société. En tout cas, je vous promets que c'est ambitieux, mais nous, on y met tout notre cœur tous les jours. Pour vous donner quelques éléments de voilà, comment on compte changer le monde à coups de fourchette et qu'est-ce qu'on propose, typiquement, on propose à nos clients des produits qui vont être 100% artisanaux, faits maison, issus de matières premières locales, biologiques, et ce depuis 10 ans. Voilà, on n'a pas suivi la mode, on a contribué à développer en tout cas des nouvelles tendances. Voilà, agriculture paysanne et bio, on évite l'Espagne, on évite ça, on va chercher le bio et pas la bio, enfin la bio pardon et pas le bio qui tire tout le monde vers le bas. On travaille avec des produits équitables, donc soit nord-nord, mais aussi nord-sud, bien évidemment, le café, le thé. On a vraiment une approche très engagée sur notre politique d'approvisionnement. Au-delà de ça, on a une approche zéro déchet depuis aussi très longtemps. En 2012, donc ça fait presque bientôt 10 ans qu'on a mis en place un système de consigne pour tous nos bocaux, nos plats, puisqu'en fait, il faut savoir qu'on fait de la vente sur place à emporter en livraison. On s'est adapté au marché, mais que voilà, on a éradiqué tout ce qui était jetable parce que pour nous c'était pas possible. Donc depuis 2012, tous nos plats sont conditionnés dans des bocaux en verre réutilisables et consignés. Maintenant, c'est d'ailleurs tous nos bocaux. C'est aussi des gens qui emportent des jus frais, voilà, le café. Tout est conditionné dans des aliments consignés en verre. On trie les déchets, voilà, on a une très très grosse politique et quelque chose qui est très important pour nous aussi, c'est qu'on a une carte à tendance végétale, on est flexitarien, on a toujours une alternative pour rester inclusif de viande, mais en fait on fait un peu l'inverse de ce que fait la concurrence. Tout le marché de la restauration, c'est-à-dire qu'on propose 70% voire 80% de produits végétaux et le reste c'est du carné. Voilà. Et par exemple toutes nos pâtisseries sont depuis maintenant quasiment un an 100% végétales, sauf que le client il le voit pas. Voilà. C'est ça quand on veut faire du gourmand et du vertueux, pour nous c'est que le client il mange du végétal sans se rendre compte qu'il n'y a pas d'œuf, qu'il n'y a pas de lait, etc. Voilà. C'est même meilleur, j'espère. Voilà. Et en fait, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on considère que l'alimentation, aujourd'hui, c'est une des industries, et pour pas dire de manière scientifique, l'industrie la plus destructrice de notre planète et des gens qui la peuplent, dont nous, l'humanité, mais aussi malheureusement toute la biodiversité. C'est une catastrophe. Quelques exemples, pollution des sols par des pesticides, la suppression des espaces naturels pour faire pousser du soja pour nourrir le bétail, qui lui-même pollue la planète. Ensuite, les ravages dans les océans, ne parlons pas de la surpêche. Le gaspillage, on jette un tiers de ce qu'on produit en termes alimentaires, c'est une catastrophe. Mais nous, on est positif chez Pure, on propose des alternatives, on propose des solutions avec notre raison d'être de changer le monde à coup de fourchette. Et ce qu'on veut, c'est faire bouger les statu quo, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 10 ans. Et là, je fais le lien avec l'entreprise altruiste. Je peux vous garantir que si vous voyez nos bilans, beaucoup plus en essayant de changer le monde à coup de fourchette qu'en essayant de faire du profit. Voilà. Et donc, en fait, pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que c'est ça qui nous a fait arriver à vouloir avoir un mode de management différent, et avoir une entreprise organisée avec une gouvernance distribuée. En fait, voilà, on s'est aperçu que ça, c'était début 2020, donc juste avant le Covid, pour vraiment changer le monde à coup de fourchette, il fallait aussi qu'on change notre façon de travailler ensemble, parce que le challenge était tellement grand que c'était pas possible. Depuis le début, nous, on essayait d'être un peu alternatifs dans nos façons de travailler avec nos collaborateurs. Autonomie, on parlait d'autonomie, de responsabilisation, de prise d'initiative, mais beaucoup d'entreprises conventionnelles, ça se débouche pas. Voilà. Et à un moment donné, on a pris des claques, on en a donné, on en a eu marre. Et on s'est tourné, pour pas dire, mais moi j'ai eu un déclic en lisant, bien sûr, comme beaucoup, le livre de Laloux. Et avant ça, même, on avait décidé de passer aussi en SKIC, en coopérative, pour essayer justement d'intégrer toutes les parties prenantes et de mettre en avant que pour nous,
Le profit, c'était pas forcément une fin en soi, hein, c'est le principe d'une coopérative. Hein. La coopérative, c'est que c'est une société qui est d'intérêt collectif, donc le profit est nécessaire pour survivre, mais c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. C'est un peu la philosophie qu'on avait chez Pure, donc on a voulu officialiser ça, on est passé en SKIC, on a aussi voulu matérialiser le fait qu'on était donc, dans l'économie sociale et solidaire. Mais ça ne suffisait pas, parce que pour nous, ça c'était le fond, c'était la forme, pardon. Et à un moment donné, on s'est dit, bah voilà, il faut qu'on aille plus loin sur le fond. Et là, on a découvert l'holacratie l'été dernier avec l'Institut AGI et toute l'équipe de Bernard Marie. Et voilà, on s'est fait former petit à petit. On a fait déjà au niveau du CODIR, l'ancien CODIR. Aujourd'hui, ce mot n'est plus utilisé chez nous. Voilà. Ensuite, on a été vers le management. Donc, on a fait former. Et après, je vais y revenir juste après. On a impliqué les collaborateurs, on a préparé notre passage en holacratie et début 2021, donc cette année, on est passé officiellement, on a ratifié la constitution holacratie et depuis 6 mois, on est en holacratie, on fait des réunions de triage, etc. Voilà. Et honnêtement, voilà, on voit déjà des effets extrêmement positifs, on pourra en reparler. Et en tout cas, pour nous, on se sent beaucoup plus à l'aise et en phase entre la raison d'être de notre société, la façon dont on voit les choses et la façon dont on manage et on gère nos collaborateurs. Ceci étant dit, pour revenir au sujet donc, des clés du développement, Bernard Marie, surtout tu n'hésites jamais à me couper si tu veux préciser des choses ou si tu dis des grosses bêtises, hein, ok. Voilà. Non mais donc comme voilà. Pour moi, on en a parlé un petit peu avec Bernard Marie avant, on a essayé de lister quelques clés pour vraiment mettre un bon développer et réussir mettre en place du self-management. Et clairement, l'holacratie a plein d'outils pour ça. Puisque je le rappelle, hein, l'holacratie n'est simplement qu'un outil qui permet de développer le leadership et le self-management des collaborateurs. Donc le premier élément qui m'est paru important avec le peu de recul que j'ai, je précise, hein, c'est de manière très humble, clairement, c'est qu'au moment du lancement, on est encore suffisamment proche du lancement pour s'en rappeler, même avant le lancement, c'est hyper important d'impliquer tout le monde. C'est-à-dire, bon, il faut que ça vienne en général effectivement du fondateur ou de la direction, dans l'occurrence ça venait de moi, cette volonté vraiment de changer. Et après, donc j'en ai parlé au CODIR, et après j'en ai parlé déjà à mon associé, après au CODIR, et ensuite on en a parlé aux équipes. Mais une fois que ça c'est annoncé, il faut vraiment les impliquer. Et là, faut pas oublier le management intermédiaire, mais il faut pas oublier les collaborateurs non plus. Et alors à ce niveau-là, on n'a pas forcément un besoin que tout le monde soit 100% convaincu, que tout le monde soit à fond dedans. On a juste besoin qu'il y ait le moins de réfractaires possible. Et nous, c'est vraiment un truc, j'en parle vraiment librement parce qu'on a vu la différence entre des collaborateurs qui avaient suivi un petit peu, voilà, on a fait un accompagnement avec AGI pour accompagner les collaborateurs, leur présenter ce que c'était que l'holacratie. Et à la fin, on a fait un sondage. On leur a dit, vous voulez qu'on y aille ou on n'y va pas? Est-ce que vous voyez un intérêt pour vous? Est-ce que vous voyez un intérêt pour la société? Ça a été très largement majoritairement oui, super, on y a été. Mais on a vu que chez les collaborateurs qui n'avaient pas participé à ça parce que, par exemple, ils étaient en maternité, en arrêt, etc., ou un peu plus loin de tout ça, c'est beaucoup plus compliqué pour ces collaborateurs en l'occurrence. Donc, en fait, c'est hyper important de ne pas négliger ça, de ne pas se dire, tiens, on y va, les collaborateurs ils vont être contents, ouais, bien sûr, on les libère. Non, ça ne suffit pas, parce qu'on leur a demandé s'ils avaient envie d'être libérés. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et l'élément aussi qui a été clé, ça qu'on a travaillé avec AGI, c'était de bien faire comprendre pourquoi on change. Ce que Bernard Marie appelle la raison tripale du changement. C'est-à-dire, ok, on change, mais pourquoi? Voilà. Pourquoi on va se lancer dans ça et surtout aussi de faire comprendre que on va pas revenir en arrière. Voilà. Et qu'on n'est pas en train de mettre en place un petit truc et que derrière, c'est tout qui va bouger. Je ne sais pas si Bernard Marie, là-dessus, tu veux préciser les choses avant que je passe à un autre point. Non, c'est très bien. Juste, tu appelles ça la raison d'être tripale du changement. Tout le monde est familier avec la notion de raison d'être. En fait, un facteur clé de succès pour ce genre de transformation, là, c'est autre chose, c'est d'identifier une raison d'être tripale du changement. Ça ne peut pas être des mots intellectuels genre gouvernance agile, entreprise altruiste ou libérée ou je ne sais pas quoi. Ça ne suffit pas. Il faut aller chercher dans les tripes de ce la personne source, et en général, c'est le fondateur, pour voir quelle est la raison tripale, parce qu'on a besoin de cette énergie pour pouvoir gérer la transformation dans la durée. Il faut beaucoup d'énergie. Et il faut qu'elle soit crédible. Et les collaborateurs, ils en ont marre du bullshit intellectuel. Ils veulent que des choses qui sortent des tripes. Voilà, et nous, clairement, vous l'avez un peu compris, une des raisons d'être, des raisons du changement, c'était que moi, je n'en pouvais plus de ramer dans un système conventionnel où les schémas se répètent en permanence. On a beau faire tout ce qu'on peut, voilà, et de la souffrance que ça pouvait créer.
à tous les niveaux dans l'entreprise. Et que je pense que les entreprises, holacratie, self-management, le développement de ça, altruisme, clairement ça porte son nom, c'est que c'est quand même tourné vers l'humain et qu'à un moment donné, on le voit, les gens se sentent quand même beaucoup mieux dans ce genre d'entreprise. Une des deuxièmes clés du changement, alors ça, moi j'en ai pris conscience pendant la phase de préparation, parce que j'ai fait des formations de praticiens donc avec eux à GI, et je me suis dit là, oh là là, en fait, les managers, c'est clé, en fait. C'est clé dans le changement, parce que, mais certes, dans le meilleur des mondes, on voudrait plus de managers, parce que tout le monde serait des managers. Hein. Voilà, un des enjeux du développement du self-management, c'est que tout le monde se self-manage, donc on n'est plus besoin de manager, puisque chacun est manager de soi-même et contribue à la vie de l'organisation. C'est ça le but ultime de l'holacratie, en fait. Et dans l'absolu, on en aurait plus besoin si on y arrivait. Mais sauf que pour faire cette transition-là, avec tout ce qu'on a appris, il faut impérativement que les managers soient impliqués. Et parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui vont aussi, voilà, si clairement ils sont pas dedans et qu'ils freinent, c'est pareil, d'expérience, on l'a vu sur une personne qui n'avait pas suffisamment été impliquée dès le début, c'est très compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, et ça vaut pour la direction aussi, ça vaut pour les collaborateurs, mais chacun doit changer son identité professionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'avant on était comme ça, mais à un moment donné, si on change la façon de travailler, la gouvernance, il faut forcément que les gens changent de posture. Et donc c'est pour ça que nous on a décidé de faire une formation à tous nos managers, une vingtaine de managers, sur les nouvelles postures que doivent avoir des managers en holacratie. Et d'ailleurs, dans une entreprise, on va dire, à gouvernance distribuée, à gouvernance alternative, ça serait à peu près les mêmes, je pense, quoi. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose à pas laisser de côté, parce que des managers qui seraient pas impliqués, qui seraient pas motivés, et encore une fois, on le voit dans certains de nos cercles, pas suffisamment en tout cas, la différence, elle est puissance 100, quoi. Puissance 100 entre des gens qui sont dedans et qui tirent tout le monde, et des gens qui en fait n'ont pas compris. Je sais pas, c'est pas qu'ils veulent pas, simplement qu'ils n'ont pas compris l'enjeu. Et c'est fortement dommage. Voilà. Et donc un des enjeux sur lesquels on a travaillé, et qui pour moi est vraiment une clé du succès du self-management, c'est de faire comprendre, et moi-même je l'ai compris en tant que manager, c'est qu'en fait en tant que manager on est créateur de valeurs, donc de valeurs plurielles, hein. On ne parle pas que d'argent, on est dans une entreprise altruiste. Au contraire, la valeur, encore une fois, l'argent c'est juste le moyen pour y arriver, des créateurs de valeurs plurielles et des créateurs de leaders, c'est-à-dire de développer son propre self-management et celui des autres. Évidemment, les managers ont cette responsabilité de développer celui des autres aussi. Alors que quand on va dire collaborateur, ce qu'on appelle un leader de rôle chez nous, sont vraiment des fonctions managériales, en tout cas encodées. Tout le monde en holacratie des fonctions managériales, mais voilà. Un manager doit vraiment aussi être là pour contribuer au développement du leadership de chacun. Et ça, pour ça, il faut déjà qu'il ait compris comment se positionner par rapport à ça. Ça, c'est essentiel. Je suis pas Anna-Marie, avant que je passe à l'autre point. Oui, non, c'est super. Du coup, ça rejoint complètement notre travail de recherche, mais je vais pas embêter, je vais pas prendre trop de temps. Juste de dire qu'une des conclusions à laquelle, nous on est chercheurs, donc une conclusion à laquelle on est arrivé il y a 3-4 ans, avec des cas comme Zappos, avec des cas comme Windpharma, avec plein de cas d'entreprises, Carabé Biocop et d'autres, c'est qu'en fait, le self-management, qui est le rêve qu'on poursuit, et on va rester dans le rêve, ça passe notamment par l'excellence managériale. Il y a un changement de posture managériale. C'est pas possible d'aller vers self-management en éradiquant le manager. Le management a encore une nécessité, une utilité. Il faut arrêter le bullshit. Là, ceux qui en parlent, probablement qu'ils n'ont pas eu à manager dans leur vie. Donc, ça reste nécessaire. Il faut qu'on arrête de raconter des histoires. Mais par contre, ce management, il y a une pression supplémentaire, c'est mal dit. En tout cas, il y a une posture différente avec des outils différents. Et il faut aller vers des managers un peu augmentés, en fait, avec une nouvelle posture. D'où cette formation qu'on a créée. Alors, je ne fais pas de pub, juste qu'on l'a créée poussée par les clients. Voilà. C'est juste. Et puis, je vous envoie une petite tribune qui raconte ça à partir des cas concrets clients. Nous, on aime le concret. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est dit par les mots, moi, on le vit au quotidien. Nous, j'ai plein d'exemples en tête, ça fait que 6 mois. Hein. Mais nous, voilà, dans notre cuisine, par exemple, on est vraiment en train d'essayer d'empuissancer nos collaborateurs et on partait de très loin, parce que de notre responsabilité en partie, de toute façon c'est souvent une co-responsabilité, hein. Voilà, on leur donnait pas les moyens de le faire et donc on était vraiment sur du commandement contrôle puissance 10 là-bas, parce qu'on avait pris des claques, on avait voulu verrouiller, voilà, tout le monde conventionnel. Et on est en train de revenir en arrière, on est en train d'essayer de les libérer, de leur faire prendre des initiatives grâce à tous les outils.
Et en fait, on voit que les managers, c'est clé parce que on peut pas, du jour au lendemain, comme ça, rendre des gens qui n'avaient pas l'habitude de prendre des décisions, de décider, complètement libres de le faire. Ils osent même pas le faire. Donc, et en fait, les managers sont là pour les pousser à développer ce leadership. Et ça, c'est ça qui est génial, moi, je trouve, dans l'holacratie. Et je veux pas la pub de l'holacratie, vraiment, j'y crois à 300%. C'est que c'est plein d'outils. En fait, si on me demandait maintenant de développer le self-management de mes collaborateurs, je ne saurais pas comment faire. Mais en fait, là, il y a des outils, il y a une boîte à outils qui est là pour ça. Et tout est, voilà. D'ailleurs, il y en a aussi qui sont un petit peu parallèles à l'holacratie, mais qu'on utilise dedans. Ça, c'est vraiment hyper important. Bah justement, ça me fait la transition sur le troisième point. Une des clés de succès pour moi, c'est après, ça va vraiment être, en tout cas, en holacratie, ça va être de modeler la pratique, de vraiment pratiquer pour faire prendre des nouvelles habitudes aux collaborateurs, pour faire prendre les nouvelles, voilà, les nouvelles techniques, les nouvelles réunions qui permettent de développer, encore une fois, le self-management de chacun. Et donc ça, c'est très important. Mais par contre, il ne faut pas aussi oublier tout l'à côté. C'est souvent d'ailleurs ce qui est un peu reproché quand on entend l'holacratie, c'est froid, c'est rigide. Ouais, mais ok, c'est ça qui fait que c'est efficace et que c'est pertinent, quoi. Et qu'on peut bouger, quoi. Par contre, oui, à côté, il ne faut pas oublier les aspects humains, les besoins sociaux, etc. Et donc ça, GI nous a accompagnés. Mais nous aussi, on avait de toute façon déjà entamé des réflexions là-dessus. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a travaillé sur la CNV. On a fait aussi des formations à nos collaborateurs sur la CNV, la communication. On a créé des rôles de médiateurs CNV. On a créé des processus liés à la communication non-violente. On a plein de choses à côté qui sont encodés dans l'holacratie, mais qui ne sont pas liés à l'holacratie. Dans notre gouvernance, en l'occurrence, ils sont, mais qui permettent de gérer ces deux aspects. L'aspect vraiment purement efficacité, performance du déploiement du self-management de l'holacratie, et à côté, toute la partie relations humaines, qu'il ne faut pas oublier, clairement, parce que sinon, on passe à côté d'un énorme truc, et on le voit, parce que en général, de toute façon, quand il y a des sujets, c'est jamais que de l'humain ou jamais on va dire de l'organisation. C'est les deux, quoi. On est tous des êtres humains, on est dans des organisations vivantes, et donc, il faut surtout pas oublier ça. Et donc, bah voilà, nous, on voit, et alors, c'est ce que je partageais des fois aussi à Bernard Marie et à notre coach formation CNV, c'est que je trouve que les deux outils sont hyper complémentaires. En fait, c'est quasiment la même chose, mais décliné sur l'humain et sur l'organisation, en fait. Voilà, c'est comment en fait on arrive à mieux communiquer, mieux collaborer. Bon, on va pas rentrer dans le détail, on pourrait y rester des heures. Et puis donc peut-être, je sais pas combien de temps il me reste, mais voilà. Tranquille. Ok. Parce que un des derniers points alors je l'ai rajouté hier, je l'ai un peu complété celui-ci hier parce que en y réfléchissant, je me suis dit c'est quand même fondamental. Évidemment, c'est facile de se lancer, c'est super, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais voilà, on se lance, c'est super, on est content, on a la dynamique, mais derrière, il faut accompagner ça sur la durée, quoi. Et donc nous, on n'est qu'au début, mais voilà, j'ai côtoyé dans les formations, etc., des boîtes, ça fait plus de 6 ans qu'ils font ça, etc. Donc c'est ce qu'ils disent, quoi. Ça s'entretient, il faut. Voilà. Et en fait, c'est normal, puisque on se rééduque complètement à travailler autrement et à sortir du modèle pyramidal, commandement-contrôle, c'est le patron qui décide, le patron doit développer ça. Je parle de moi, de sa posture de followership. Ok, là je pourrais t'aider, mais non, je vais te laisser prendre toi-même ton initiative. Et puis si tu te trompes, tant pis. Si c'est pas trop grave en tout cas, je t'interviendrai pas. Voilà. Et donc chacun doit changer. Et en fait, une des clés de réussite, c'est par rapport aux collaborateurs. Pour moi, c'est de les accompagner et c'est surtout en fait de s'assurer que le collaborateur, il a compris l'autorité qu'on lui donne, la responsabilité qui est associée bien évidemment. C'est fondamental de s'assurer de ça. Après, je vous donnerai un exemple ou deux. Et les enjeux qui sont autour de ça. Donc, en holacratie, c'est simple en gros. On te propose de t'affecter dans ce rôle-là. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que c'est explicite. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Est-ce que tu as compris ce qu'on attendait de toi? Et dans une entreprise conventionnelle, on ne fait quasiment jamais ça. Et après, le plus important, c'est de s'assurer qu'il accepte et qu'il est d'accord de prendre cet engagement, de prendre la responsabilité, de prendre l'autorité de ce rôle. Pour bien sûr mettre en œuvre la raison d'être du rôle et donc de la société. Et là, on voit bien la puissance des outils holacratie qui permettent de matérialiser cet engagement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, là, je suis en train de vivre justement des cas où, en fait, on a mal fait ça. Et les collaborateurs, soit ils n'avaient pas envie, soit ils n'avaient pas compris, et du coup, ça se passait pas bien, quoi. Ça se passait pas bien parce qu'ils faisaient pas convenablement leur travail, leur rôle. On est quand même là pour travailler. Et en fait, ce qu'on creuse, c'est que, je vous donne un exemple sur un rôle qui est facile, puisque c'est le rôle du secrétaire, c'est un rôle qui est structuré dans l'holacratie.
où bah voilà, elle a été vue comme ça, c'était un cercle, mon manager était justement pas forcément hyper aguerri en holacratie, la personne n'a rien compris du rôle, et en fait ça se passait pas bien, et en fait elle n'avait pas envie de le faire. Et elle n'avait pas compris qu'est-ce qu'elle devait faire, et en fait elle n'avait pas envie de le faire. Et donc c'est hyper important parce que ça vaut je fais des parallèles avec des lectures, bah, justement aussi du guide d'Isaac, hein, sur cette notion d'engagement, par exemple chez Gore, voilà, Gore-Tex, tout ça, où en fait, quand on donne une responsabilité à quelqu'un, il faut s'assurer qu'il est d'accord. Et là, voilà, pour qu'il soit self-manager, il faut qu'il forcément qu'il soit d'accord. Et donc, la classique, le self-management, ben, ça permet ça, moi je trouve. Voilà. Et c'est vraiment hyper important. Ça paraît logique, mais moi je sais que jamais je l'avais fait avant ça dans mes entreprises. À part peut-être au début, ok, bah voilà ta fiche au poste, et encore on a fait ce qu'on pouvait, mais le rôle il va évoluer, enfin le poste va évoluer, on le sait très bien. Il y a des trucs qu'on n'a pas mis dedans, et jamais on se pose pour faire ça. Alors qu'en fait c'est fondamental, c'est-à-dire que si finalement la personne n'a pas compris ce qu'on attendait d'elle et qu'elle n'est pas d'accord de faire ça, bah, vaut mieux s'en apercevoir le plus vite possible. Et on ne pourra jamais développer le self-management sans ça, à mon sens, et donc c'est pour ça que nous, par exemple, on retravaille sur tout ça. Voilà. Je suis dans les tailles, je crois. Merci. Alors Bernard-Marie, fais une petite synthèse et après on rentre dans un petit débat avant 13h. Vas-y. Je ne vais pas faire une synthèse, je vais juste prendre un point parce que Vincent a dit beaucoup de choses, donc le champ est très large. Juste insister sur le dernier point qu'il a développé, qui est au cœur des travaux de recherche dans lesquels nous on est, là, à l'Institut AGI. C'est qu'en fait, c'est assez facile pour un dirigeant, même pour plus que les dirigeants, de projeter sur les personnes qu'elles veulent toutes être self-managers, ce qui est faux. C'est archi faux et je peux le prouver. J'ai accompagné 120 entreprises ces 12 dernières années. Je parle pas des bouquins, là, je vous dis, dans la réalité, ça marche pas comme ça. Il y en a une minorité qui veut se libérer, qui veut devenir patron, etc., etc. Mais par contre, la grande majorité ne décolle pas toute seule. Donc ça passe par l'excellence managériale, si on en a parlé rapidement. Et ça passe surtout par le fait que les gens non seulement prennent conscience de ce qu'on leur demande, de ce que c'est que l'autorité, ce que vient de développer Vincent, mais aussi développent, et là c'est chaud devant, développent ce que moi j'appelle la capacité à porter l'énergie de la responsabilité. J'ai fui pendant longtemps ce mot de responsabilité, parce que c'est un mot bullshit. En fait, les gens se sont disant responsables dans les entreprises, mais en réalité, dès qu'ils veulent innover, ils doivent aller voir leur boss qui décide, donc ils ne sont pas responsables, c'est QLD. Donc j'ai abandonné ce terme et je le reprends maintenant dans ces travaux de recherche pour me rendre compte qu'en fait, la responsabilité, c'est une énergie et qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes, les plus nombreuses, ont du mal à s'emparer ou à porter l'énergie, assumer l'énergie de la responsabilité. Et ça peut être lié à une enfance dans laquelle elles n'ont pas été mises en situation de responsabilité, donc il y a vraiment un nouveau muscle à se créer, ou bien tout simplement, il y a plusieurs personnes qui ont simplement peur d'échouer, pas être au rendez-vous des attentes, peur de ne pas y arriver. Et ça, c'est un cas. Un autre cas très fréquent, c'est la peur d'être différent, la peur d'être regardé différemment, la peur d'accepter une certaine solitude pour certains, de ne plus être comme les autres. Et puis le dernier point, puis je vais arrêter là, mais pour rester à un niveau synthétique, je pourrais creuser pendant des heures rien que sur ce sujet-là pour chacun des points que je suis en train d'énumérer. Le frein qui est un enjeu très souvent, pour beaucoup, pour avoir creusé, au cas par cas, est un enjeu de légitimité, d'estime de soi. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'expérience, je ne m'en sens pas capable. Et ce n'est pas forcément dans le champ conscient. Alors même si un patron vous a fait un rôle, les camarades, maintenant tu as l'autorité là-dessus, ben, si je n'ai pas conscience de ce non-conscient, je ne vais pas y arriver. Et encore une fois, je trouve que l'holacratie dans ses outils permet de mettre ça en place, en fait, parce que au début, on affecte la personne et on encode ses redevabilités, mais après, quand une personne est affectée dans des rôles, ben en fait, on va attendre d'elle qu'elle aille beaucoup plus loin et qu'elle soit capable justement de faire progresser. Et donc, en fait, il y a une raison d'être pour chaque rôle, qu'elle la vive et qu'ensuite elle soit capable de la faire progresser, de la faire évoluer pour contribuer à la raison d'être de l'organisation. Donc en fait, encore une fois, ce que tu décris là par des mots, grâce moi je trouve, à l'holacratie, on a des outils pour pouvoir faire monter les collaborateurs en puissance au sein de leur rôle. Au début, bah oui, déjà maîtrise tes rôles. Après, sois capable de transcender ton rôle, de faire en sorte qu'il apporte plus que, etc. Et derrière, trouve le sens à travers la raison d'être du rôle que tu peux, en tant que leader de ton rôle, d'ailleurs, faire évoluer selon ce que tu as envie. Voilà. Je ne sais pas si Bernard-Marie partage ça ou pas, mais... Oui, bah, du coup, juste pour compléter, je dirais que l'enjeu numéro 1, holacratie, c'est qu'un outil, donc il n'y a pas d'outil miracle et ça ne fait pas tout ce qu'on est en train de dire.
c'est juste, ça crée un environnement dans lequel on voit plus facilement les choses. C'est comme un outil impitoyable qui voit la réalité qu'avant on ne voyait pas. On va dire ça comme ça, je pense que c'est plus juste de dire ça comme ça. Du coup, la question du self-management, c'est la question ça démarre par une personne dans sa singularité. Est-ce que oui ou non, je suis prêt à changer mon identité professionnelle? Et j'ai le droit de dire non, parce que je n'avais pas été recruté au départ pour ça. Est-ce que oui ou non, je veux passer de l'identité dans laquelle je fais mon boulot à une identité où je suis patron d'une petite boutique qui s'appelle un groupe? Ça, c'est la clé. Et après, sur la responsabilité, puis j'ai fini. Alors on peut, les 3 niveaux, etc., on va la passer pour les niveaux 1 et 2, il y a d'autres outils, mais sur le niveau 3, ma façon à moi de le dire, c'est, je ne parle pas de responsabilité, je parle de l'énergie de la responsabilité, et prendre l'énergie de la responsabilité, c'est s'envelopper d'un manteau, d'une cape invisible de responsabilité qui fait que je ne lâche rien, je donne le meilleur et je prends des risques et j'assume, je descends de vélo pour me regarder pédaler. Et la plupart des gens, c'est pas ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui fait que d'autres vont faire leur job tout simplement, et c'est pas une critique, vont surfer, vont laisser les choses filer, vont se laisser vivre dans une super forme de superficialité, parfois vont se protéger, se cacher et se justifier. Et là, la réponse, elle est dans les outils type CMV, elle est à l'intérieur de chacune des personnes.